Troisième panel qui va s'avérer aussi passionnant, autant passionnant que les deux premiers. Troisième panel, on va aborder les NFT et le cinéma. La capacité des NFT à fédérer et à financer. C'est ça le thème de la table ronde. Et pour cela, j'ai l'honneur d'accueillir dans ce troisième panel Sarah, qui fait l'honneur de revenir. Bonjour, merci. Christophe Gauthier. Merci beaucoup. Ulysse Partouche. Et un invité de dernière minute, un invité de marque aussi, Miguel Foss, réalisateur, producteur de cinéma, qui va nous faire un retour d'expérience sur le financement du premier film européen grâce au NFT. C'est par là, donc c'est important qu'il puisse intervenir. Pour commencer, je vous propose que je vous présente très rapidement. Je vais commencer par Miguel, qui me rejoint. Parfait, merci. Je m'excuse parce que mon français c'est pas trop bon, mais je vais essayer. Je suis réalisateur, producteur, écrivain de cinéma, et je suis en train de finir la post-production de mon premier long métrage, qui s'appelle Kayadika, et que c'est le premier film européen à être financé entièrement par des NFT. On a fait une collection de NFT l'année dernière, en mars 2022, et on a réussi à financer plus de 750 000 euros pour le film, avec la collection de NFT. Et oui, on finit le film maintenant, et je peux vous expliquer plus. Merci Miguel, on y reviendra ensuite. Parfait. Merci à Ulysse de se présenter aussi. Je m'appelle Ulysse Partouche et déjà je suis un producteur de la région, je suis né à Cannes et j'ai vécu toute ma vie ici. Et deuxièmement, c'est moi aujourd'hui qui s'occupe qui, on va dire, fait toute l'avancée de blockchain, qui fait en sorte que le groupe Partouche soit blockchainisé. Donc ça peut toucher à énormément de différentes choses parce qu'on a un groupe de divertissement qui touche à énormément de différentes industries. Donc c'est pour ça que c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui et de pouvoir discuter de l'avenir de cette technologie. Micro. Moi, je me suis déjà présentée. Rapidement, parce que pas de nouveau dans... Ok, je suis productrice de cinéma et je suis intimement convaincue maintenant que le Web3 et la blockchain est le meilleur des outils pour générer un nouveau mode de financement pour le cinéma. Merci Sarah. Christophe. Bonjour, donc Christophe Gauthier, moi je suis le fondateur de la société Eximio. Donc pour la petite histoire, je suis quand même dans l'écosystème blockchain depuis 2015 exactement, entre autres au moment où Ethereum est arrivé. Donc je connais assez bien cet univers. Et depuis 2 ans, on s'est concentré vraiment sur la création, le développement d'une plateforme de NFT que je vais un peu plus détailler tout à l'heure, avec des solutions techniques qui permettent d'accompagner aujourd'hui différents acteurs de la musique, du cinéma ou même de la télévision. On va commencer par une première question à Sarah. ADCF, on est en train, bien sûr, la diversité du cinéma français. Et question autour des NFT. En quoi les collections de NFT peuvent être un moyen de financer le financement pour les films? Alors, pour plusieurs raisons, mais c'est plutôt comment. Aujourd'hui, un NFT, je ne sais pas comment commencer. Non, de dire qu'aujourd'hui, d'abord, il y a plusieurs formes de NFT. C'est ça déjà que je voulais dire en premier. Il y a une NFT dont on entend beaucoup parler ces dernières années, qui sont reliées à une image virtuelle, effectivement à des collections qui se vendent, qui se revendent, qui prennent de la valeur. Et c'est déjà une première source de financement, quoi qu'on en dise. Et ça va être le principe de toute façon de toutes les formes de NFT. C'est que tout le monde ait la sensation de faire une bonne affaire, d'acheter une action assez basse, on lance quelque chose et on mise dessus. Dans mon cas de figure, dans le cas de figure de la DCF, le NFT il prend aussi plusieurs formes, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, il y a le NFT sous forme de smart contract, qui donc lui réunit tous les contrats
C'est pas les NFT goodies dont on va beaucoup plus parler aujourd'hui. Et il faut, voilà, et après, je pense que le NFT dont on est là pour parler avec Ulysse et Christophe aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer en fait à nos communautés respectives, puisqu'on est tous des communautés, ça c'est aussi le nerf de la guerre, qui va les intéresser et qui va dans le sens en tout cas du cinéma. Donc par exemple, c'est vrai que parallèlement à tout ce qu'on met en place et toutes les autres sources de monétisation grâce au Web3 qu'on est en train de mettre en place à la DCF, il y a aussi celle qui va permettre en fait au grand public, alors je vous donne un exemple, mais de pouvoir acheter peut-être la paire de chaussures de cette actrice qui est en train de tourner le film, qu'ils ont eux-mêmes financé ou ils ont participé à la création du film. Donc, ils vont acheter cette paire de chaussures sous forme de NFT. Là aussi, c'est comme un pari, puisque si le film fonctionne, le NFT va prendre énormément de valeur. Après, on va aussi avoir une démarche éco-responsable, mais que je trouve assez chouette, c'est que quand un film est terminé, les décors de cinéma, soit ils sont stockés, soit ils sont brûlés. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que, voilà, donc aujourd'hui, on va mettre en vente les décors de cinéma quand le film est tourné. Donc ça aussi, c'est sous forme de NFT. Et dans ce registre-là, on peut imaginer énormément de choses. Christophe va en parler. Mais on peut aussi vendre des places à une avant-première, un chat avec un acteur de cinéma. Et évidemment, ça, c'est une source de monétisation. Et je me permets d'ajouter sur ce que Sarah vient de dire, qui est une des parties les plus importantes, et ce qui est très pertinent d'ailleurs, c'est que aujourd'hui le NFT, c'est pas juste, c'est pas une forme en lui-même, c'est un nouveau papier. Ça veut dire un papier que quand je vais dire ah mais est-ce qu'on peut s'en servir pour faire des contrats, ben, il y aura des contrats pourris comme il y aura des beaux contrats sur du papier. Mais ça ne remet pas en cause l'invention du papier en lui-même. Et donc le NFT aujourd'hui, c'est un nouveau papier sur lequel on peut dessiner ce qu'on veut. Exactement. Et donc c'est à nous de décider ce qu'on va dessiner dessus. Ouais, c'est bien expliqué. Merci. Ouais, c'est ça. Tout va être NFT, hein, demain. Une voiture sera NFT, les avions, ceux qui va devenir un NFT. Voilà. Merci Sarah. Tu as tendu l'affaire à Christophe, donc on va continuer avec Christophe. Donc, Christophe, quelle solution apporte la plateforme Eximio qui accompagne déjà des entreprises du secteur de l'audiovisuel? Alors, avant de répondre complètement à cette question, je vais juste rajouter effectivement un point aussi, et on l'a dit, c'est avant tout, le Web3, c'est un nouveau canal de communication pour fédérer une communauté. Et la communauté, c'est avec un C majuscule, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc ça va être, selon moi, et de ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, vous l'avez très bien fait avec votre projet, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, mais c'est comment fédérer la communauté. Parce que si on crée une collection de NFT, mais finalement qui derrière ne sert à rien, le projet va naturellement mourir. Bon, je réponds à la question maintenant. En fait, la plateforme Eximio, donc si au fur et à mesure des échanges qu'on a eus avec nos prospects, nos clients, etc., on a construit une plateforme aujourd'hui qui permet de quasiment tout faire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une billetterie intégrée, c'est-à-dire que quand on est détenteur d'un NFT, on peut générer un QR code qui permettra de rentrer dans des événements physiques. Grâce à ce NFT, on peut rentrer dans des pages privées du site qui permettent d'aller voter, par exemple, ou d'accéder peut-être à la webcam d'un musicien. On va accéder à la webcam de son studio d'enregistrement, par exemple. La plateforme permet de faire des drops. Donc les drops, en fait, c'est on lance des collections de NFT. Donc quand on travaille avec les chaînes télé qu'on accompagne ou les producteurs de cinéma, c'est de se dire, voilà, lancer un drop de 1000 NFT et derrière, par contre, vous, votre promesse, c'est que faut que vous, en échange du NFT, ce que disait Sarah tout à l'heure, il faut que le NFT serve à quelque chose. Et c'est là où on peut dire, si vous êtes détenteur d'un NFT, vous allez pouvoir rentrer dans les avant-premières, vous allez pouvoir avoir les accessoires du film, après que le film soit tourné, bien sûr. Vous allez peut-être avoir la robe de l'actrice principale. Alors, en général, il n'y a pas qu'une robe, il y en a peut-être 2 ou 3, mais c'est pas grave. Toutes ces promesses-là, en fait, c'est aux producteurs de les tenir. Oui, et de les imaginer. Et de les imaginer. Tout imaginer, ouais. Il y a une vraie communauté de fans aujourd'hui autour du cinéma qui sont prêts, certainement, à acheter un NFT peut-être 500 € pour derrière avoir la chance de pouvoir
récupérer la robe de l'actrice principale et la mettre chez toi. Donc nous, on a une plateforme en fait qui propose tout ça. Donc on a une plateforme qui fonctionne sur la technologie Ethereum, mais bon, peu importe, on va rentrer dans les détails, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on est capable de proposer tous ces services finalement dans une seule plateforme qu'on propose à nos clients. Merci Christophe. On a abordé beaucoup l'aspect communautaire des NFT et justement Ulysse avec le Joker Club dans le cadre de Partouche Metaverse et du groupe Partouche a lancé une collection de NFT pour visant à animer une communauté, à créer et animer une communauté. Quel retour d'expérience de ce... Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de collections NFT où on ne se rend pas compte, mais que pour moi c'était juste du wash trading et qu'il n'y a juste pas de communauté derrière et qu'on pense qu'il y a des communautés quand on voit les cascades, mais qu'on ne les voit pas. Ça, c'est la première remarque et je parle de ça parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, 95% des gens qu'on a dans notre communauté, c'est des gens qu'on a croisés en vrai, que ça soit dans des panels, dans nos établissements, dans nos événements. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on utilise pour aller chercher le Web3, même si c'est grâce à ça qu'on est avec vous aujourd'hui. Le Web3 est déjà là, c'est quelque chose qu'on fait pour pouvoir se connecter et pouvoir ouvrir des portes dont on avait besoin depuis longtemps. Sous-entendu, aujourd'hui, nous, en fait, l'expérience qu'on a vraiment eue, c'est que ça a permis à plein de personnes de quelque part avoir une liberté de créativité dans nos établissements et ils ont pu venir nous aider, venir nous faire des suggestions sur comment on pouvait améliorer notre commerce existant, là où avant, le consommateur ne se permettait jamais de faire ça. Et pour nous, ça a énormément de valeur pour un groupe de notre taille, de vouloir rentrer, qui veut rentrer dans la tech et se moderniser. Ça va tellement vite que si on a qu'avec nos équipes, malgré l'enthousiasme qu'on peut avoir, on sera moins rapide que si on a 8888 jokers à nos côtés qui sont là pour nous mettre à la distribution, à la frontière de la distribution en fait. Merci Ulysse, une très belle démarche. Miguel, justement, retour d'expérience, donc on a compris que le financement 700 000 euros de levée. Et en termes de communauté, est-ce que ça a eu un apport? Oui, on a une communauté de plus ou moins 600 collectionneurs qui ont acheté notre NFT. Une expérience qui a été très belle sur la communauté, c'était que quand on faisait les films dans le tournage en septembre à la Costa Brava en Espagne, on a créé un site web spécial qui c'était token gated, que ça veut dire que c'était disponible seulement pour notre collectionneur, excusez-moi, qui connectaient leur wallet pour démontrer, prouver qu'ils ont un NFT de notre collection et donc ils peuvent accéder à tout un contenu. C'était très intéressant parce que c'était behind the scenes content, comme vidéos de tournage de films, mais qu'on faisait chaque jour. Donc, c'était pas comme normalement que les fans d'un film pouvaient voir les BTS content après le film est déjà tourné et fini. Mais en ce cas, ils pouvaient participer dans l'expérience de créer ce film avec nous en direct, plus ou moins. Donc, c'est une façon que la Web3 nous a aidé à créer plus de communautés et à engager la communauté. Merci Miguel, et bravo pour le français. Merci. Et justement, donc Sarah, tu nous as donné quelques exemples tout à l'heure des NFT que vous pouvez envisager. Miguel nous a donné d'autres exemples mis en œuvre. Aujourd'hui, au niveau de la DCF, dans la mise en œuvre des NFT, dans la mise en œuvre des NFT au sein de la DCF, quels avantages vous envisagez pour ces porteurs de NFT? Alors, il y en a plein, hein, et c'est d'ailleurs hyper chouette de les imaginer, de brainstormer dessus. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, on peut envisager des places dans une avant-première, de pouvoir participer après à la soirée avec les VIP, une journée même avec un acteur. Et d'ailleurs, ce serait même dans l'intérêt de l'acteur de le faire, parce que lui aussi touchera une part des rendements. Donc, c'est pas seulement nous que ça va intéresser tous les acteurs du cinéma, quels qu'ils soient. Ça va être
je dis ce qui me passe par la tête, mais une affiche dédicacée, ça peut être de venir sur le tournage, passer 2 jours sur le plateau. Donc, en tout cas, autour de l'univers du cinéma, d'ailleurs tous les univers et toutes les communautés, en fait, c'est ça la force d'une communauté, c'est qu'ils s'intéressent vraiment au sujet qu'on leur propose. Et l'interaction va nous permettre d'avoir encore plus d'imagination sur ce qu'on peut mettre à leur disposition sous forme de NFT. C'est le champ du possible et donc large. Ah oui. Et d'un point de vue communautaire, moi, un des arguments qui, pour moi, résume le postulat de manière la plus simple, c'est de se dire que qui de mieux que sa communauté pour représenter une entité. Ça veut dire aujourd'hui, avec le groupe Partouche, et comme toutes les entités, on met de l'argent dans énormément de moyens marketing Web 2, et même pas Web du tout, comme des flyers, des choses qui, au final, on paye à des prestataires qui sont là pour faire de l'argent. À la différence qu'à travers le NFT, cet argent qu'on met dans notre budget marketing, on peut le donner directement à notre fan. Et je préfère largement donner 50 € à un fan qui va aller parler de mon projet à ses amis, plutôt que de mettre 50 € sur Facebook ou Google pour générer une lead. Et donc ça ouvre vraiment énormément de choses. Donc je ne pense pas qu'on va réinventer les expériences qu'on faisait vivre, mais je pense que c'est surtout ce côté-là de pouvoir donner notre budget marketing directement à notre communauté et pouvoir, et en plus de ça, construire un objet qui conserve sa valeur. Parce que quand on aura un NFT derrière un film, quand on achète un NFT par exemple sur un film, il y aura l'argent derrière qui va servir à financer le film, donc qui va créer de la valeur, mais le NFT lui aussi conserve une valeur. Alors que dans un autre film, il n'y aurait pas autant de création de valeur en fait. Tout à fait, merci Lys. Et justement, Christophe, sur cette création de valeur, est-ce qu'un NFT est aussi un moyen de protéger les droits d'auteur? Alors, complètement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, le NFT, il a plusieurs missions. Il a la mission de satisfaire le collectionneur, le holder, celui qui détient le NFT, mais il peut permettre aussi aux producteurs ou aux scénaristes, par exemple, de protéger son œuvre. Pourquoi? Parce que la blockchain, on peut eurodater de l'information. Je vais prendre un exemple très simple. On prend un fichier zip dans lequel on va mettre un teaser, on va mettre le scénario signé de la main du scénariste. On va mettre un tas d'informations dans un fichier zip, ça peut être des scans de fichiers signés, manuscrits, etc. On met tout ça dans un fichier zip et on va ancrer ça dans la blockchain. Et l'eurodatage, aujourd'hui, est reconnu. Donc ça veut dire qu'on peut dire à tout moment, le propriétaire de l'œuvre peut être en mesure de justifier de la paternité de son œuvre. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, en tout cas dans le milieu du cinéma. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est que quelqu'un qui veut déposer son idée sur la plateforme de la DCF, on a toujours la peur de se faire voler son idée. Là, non, parce qu'on va pouvoir redater directement l'œuvre sur la blockchain. Et l'autre NFT qui est vraiment intéressant dans l'univers du cinéma, c'est, pour prendre le cas d'un film, le NFT va regrouper tous les contrats d'auteur. On va avoir, et puis il y en a énormément quand on produit un film, il y a les contrats avec les distributeurs, le contrat avec les auteurs, il y a aussi beaucoup d'acteurs qui sont rémunérés avec des points, avec un certain pourcentage. Et les producteurs doivent, à la fin de chaque année, faire une réédition de compte pour reverser les droits à chacun, aux ayants droit. Et ça, c'est surtout quand on est une société de production qui fonctionne, c'est un poste à plein temps. C'est aussi beaucoup de débats actuellement. Ah, mais tu ne vas pas donner mes droits, etc. Et aujourd'hui, avoir sous forme de NFT tous ces contrats, c'est un gain de temps. Et c'est surtout la sécurité, on en a parlé aussi tout à l'heure, et de la transparence pour tout le monde, et plus personne pourra se faire biaiser. Et puis, pour finir, ce NFT, si par exemple c'est mon projet, c'est développé, il n'est pas encore fini, je vais pouvoir le vendre. Eh bien, vendre un film, ça sera vendre ce NFT, et c'est très simple, en fait, c'est comme si on appuyait sur un bouton et tout est fait. En fait, ce qui est intéressant, parce que c'était la question du premier panel, c'est des fois, il ne faut pas forcément vouloir absolument mettre de la blockchain sur tout. Et là, il y a un vrai intérêt, parce que le blockchain, c'est vraiment un titre de propriété de quelque chose. Alors, soit c'est des produits ou des services, des avantages, des exclusivités, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est très liquide. C'est-à-dire très liquide dans le sens financier du terme, c'est-à-dire qu'on peut le revendre très facilement sur un marché secondaire. Je peux très bien être détenteur d'un NFT du Joker Club ou de la DCF,
et de profiter pendant un an des avantages. Je vais voir des acteurs, je vais participer aux avant-premières, etc. Mais au bout d'un an, j'ai envie de le vendre. Parce que ça y est, j'ai consommé et maintenant je veux le revendre. Et bien ça, c'est possible grâce à la blockchain et grâce au mécanisme du NFT. Chose qui serait beaucoup plus difficile à faire autrement. Je pense que c'est important. Et c'est engageant en fait pour la communauté, parce que du coup, la communauté, elle trouve son compte et on peut le revendre peut-être même des fois plus cher. Merci Christophe. Question à Miguel, justement, vous avez utilisé NFT pour financer. En termes de droits d'auteur, vous y travaillez aussi? Non, non, on n'a pas utilisé. D'accord. Et dans le futur, potentiellement? C'est possiblement, je ne sais pas, je crois qu'il y a aussi des autres moyens numériques qui sont efficients et acceptés. Je ne sais pas si on a besoin de mettre tous les droits d'auteur à la blockchain. C'est possible. Ça paraît un. Exactement. Ulysse, justement, on a abordé tout à l'heure la possibilité d'avoir plusieurs collections de NFT. Par rapport à l'expérience que vous avez sur Joker Tour, est-ce que vous avez envisagé des collaborations avec d'autres NFT, des collaborations potentielles avec la DCF par exemple, et prévoir des avantages croisés entre ces différentes collections? Alors en fait, c'est bien que tu poses cette question, c'est même une des raisons phares pour lesquelles on a créé le projet. C'est qu'en fait, nous, on part du principe qu'aujourd'hui, le Web3, il y avait un côté compétitif au début. Je l'ai trouvé dans le marché NFT au début de 2019 à 2022, qu'on voit moins aujourd'hui, maintenant qu'on est en bière, où on voit que c'est beaucoup plus solidaire et que ceux qui sont là pour construire se reconnaissent. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir, comme le dirait le président de notre structure, c'est de créer la communauté des communautés. Mais c'est pas dans un sens de dire qu'on est meilleur que d'autres communautés, c'est dans un sens que nous, on a des lieux physiques partout en France et qu'aujourd'hui, ils vivent pour le divertissement. Et donc, pour nous, la blockchain, c'est le divertissement de demain. Donc, c'est normal pour nous que ce monde de demain vive dans nos établissements. Donc, en fait, nous, on a vraiment vocation à ouvrir les portes de nos établissements et même, idéalement, de cette notion qu'on a de 4 familles dans notre collection, où on a voulu, où à terme, on veut gamifier l'expérience pour faire que ça soit un peu comme Poudlard, des systèmes un peu des Olympiades, mais dans toute l'expérience client. L'idée, ça serait aussi de venir incorporer d'autres communautés dans ce système de classement. Ça veut dire que, je ne sais pas, mais peut-être que la DCF, elle pourrait faire partie de la famille Car, peut-être que Blockchain Innov pourrait faire partie de la famille PIC, et qu'en fait, après, on pourrait créer des gamifications et, au niveau de tout le territoire français, pour que toutes les communautés puissent être en compétition, mais de manière saine et de manière constructive pour toute la blockchain. Pas d'une manière prédatorielle, où le but, c'est de battre un autre projet, en fait. Ça fait bien, merci Ulysse. C'est partant côté Blockchain Innov pour rejoindre la communauté PIC. Les leaders. On arrive au bout. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Soyez pas timide. Voilà, soyez pas timide. On a comme le fil. Oui, bonjour. Il apparaît que la production d'un film, c'est un ensemble d'étapes où, de manière traditionnelle, on récupère des idées. Ces idées, elles fédèrent des gens autour d'elles. À partir de là, il y a les équipes et les contrats qui arrivent. Et puis, il y a toute une séquence d'allumage et d'accompagnement du début jusqu'à la fin du projet. Comment vous voyez la blockchain être en parallèle, disrupter, créer une autre manière de faire? Comment vous voyez cette blockchain avec les smart contracts accompagner ce processus et donner de nouvelles possibilités pour les créateurs, les petits créateurs isolés qui ont des nouvelles idées qui vont créer le temps? Alors, merci pour la question parce qu'elle est très pertinente et on va la faire en 2 temps parce que je pense que le process, Sarah le connaît encore mieux que moi, mais c'est là-dessus aussi qu'on travaille avec les gens qu'on accompagne. Une collection de NFT va permettre d'aider le producteur à financer son film. Alors, ou en tout cas, je ne sais peut-être pas les bons termes, mais c'est le producteur à financer son film. Donc, à la phase de développement sur laquelle la DCF peut mettre un accent assez fort, tu l'as dit tout à l'heure sur le premier panel, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'argent mis sur les phases de développement. Et pourtant, si un film est bien développé, c'est un film qui a de grandes chances de réussir. C'est un peu comme une start-up finalement. Si on ne met pas les moyens en R&D, il
derrière, on va avoir quelque chose qui risque de se faire casser la figure. Donc là, dans le process blockchain, dans le process NFT, j'ai envie de dire que la phase de développement, on l'accompagne par un drop de NFT. On lance une collection. Je vais prendre l'exemple concret pour que ça parle à tout le monde. On lance 1000 NFT, vendus chacun 500 €, ça fait 500 €. Un développement, si je retiens bien les chiffres, d'après les chiffres de la DSM, c'est 200 000 €. Oui, on a Donc, déjà, avec 500 000, on peut presque financer le développement de films. Et ensuite, après, je vais te laisser répondre. C'est celui-là qui me maîtrise beaucoup mieux que moi. Mais derrière, après, on va dire que ça coule de source. Parce qu'une fois que le développement il est bien fait, le casting il est bien fait, etc., bah, il va être plus facile de retrouver des financements peut-être publics, plus traditionnels. La blockchain n'est pas là pour complètement disrupter, ça va être amener un complément de finance. On va pas, alors là c'est bien, il y a un film complet qui a été financé par un drop de NFT, mais je ne sais pas si c'est tellement possible de financer un film de 3 millions d'euros rien qu'avec un drop de NFT. Voilà. Et je me permets d'ajouter que la blockchain n'est pas là pour créer l'alternative, elle est là pour optimiser les process qui existent déjà. Tout à fait, c'est un outil. Ingrid, est-ce que vous avez une question? Oui, j'ai une question. Je crois que c'est un ICO qui a financé le début et pas les NFT, ça viendra dans un second temps, je pense. Et on va certainement en refaire, peut-être que la crypto remonte, le Bitcoin est là, et on remettra sur notre ICO, et puis on donnera aussi la possibilité, et là c'est du B2B, aux autres acteurs de l'industrie du cinéma de venir utiliser le Bitcoin, eux aussi, pour financer leurs projets. C'est un petit peu l'idée que j'essayais de développer dans le troisième panel. Non, j'aimerais savoir ce que vous pensez des NFT secrets. Les NFT secrets. Comme celui qui avait été proposé par Tarantino dans son expérience et qui a un petit peu l'intérêt des acteurs audiovisuels, surtout distributeurs, etc. Et le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est, alors effectivement, si le NFT est adossé à une participation au tournage ou une entrée, enfin tout ce qui est un avantage ou un service, qu'est-ce qui se passe du NFT lorsque le service est consommé? Alors, je vais répondre aussi à la première question, ICO et NFT, c'est deux alternatives différentes pour financer. Je connais assez bien les deux parce qu'on a fait aussi une ICO. Aujourd'hui, la réglementation des ICO est beaucoup plus contraignante que aussi les drops de NFT. Alors, peut-être que la régulation va évoluer, mais bon. Aujourd'hui, selon moi, il est beaucoup plus difficile de faire une ICO. Et ce qui est difficile, c'est pas de la faire. Ce qui est difficile, c'est de faire vivre le token post-ICO. Parce qu'il faut un marché secondaire, ça ressemble plus à des mécanismes de finances traditionnelles, il faut des bookmakers, enfin, peut-être même chinois pour certains, mais c'est compliqué. Un NFT, c'est facile. Même Madame Michu peut comprendre à quoi elle a le droit. J'ai un NFT, je suis propriétaire potentiellement de la robe de l'actrice. Voilà. Et Madame Michu, ça l'intéresse. Madame Michu, elle ne va pas investir dans une ICO. C'est pas trop ce qu'elle va faire en fait de son token. C'est un peu plus difficile. Oui. Parce qu'il y a des avantages, c'est vrai, qui sont proposés par le Bitcoin. Oui, il y a d'autres choses. C'est pour ça que c'est pas complètement du crowdfunding de faire une ICO, parce qu'on n'est pas loin du process, mais la crowdfunding, c'est pas la même chose qu'une ICO dans le sens où quand on va acheter un clapcoin, d'abord on le rend vachement accessible parce qu'on peut acheter du clap à partir de 1 €. Alors quand on met 1 €, c'est sûr que c'est pas pour gagner de l'argent, mais c'est pour faire partie d'une communauté. Et c'est là où on a quand même eu, malgré le peu d'argent qu'on a levé, un succès, c'est qu'on sent qu'il y a vraiment des communautés à générer. C'était une parenthèse. Et donc celui qui en revanche va mettre un ticket de 10 000, 50 000 et 100 000, il va bien sûr avoir des droits associés qu'on a évoqués tout à l'heure, qui sont une projection, une avant-première, une journée en tournage. Mais à côté de ça, il va, parce que c'est comme s'il misait sur une société, il va récupérer un rendement des profits que va générer la société. Voilà. Après, du coup, il y avait une question sur les secret tokens. Les secret tokens. Non, les NFT secrets. Les NFT tokens. Les NFT secrets. Il faut mettre juste les mots dans le nom. Donc les NFT secrets, de toute façon, un NFT, finalement, je ne vais pas rentrer dans le détail de la technique, mais
tous les NFT, on peut rendre une partie du contenu du NFT secret. Donc derrière, on peut effectivement proposer aux détenteurs de NFT d'avoir des accès exclusifs, très exclusifs, uniquement à ce NFT-là, sans plus lui ouvrir des portes informatiques pour accéder à des contenus privilégiés. Je ne sais pas si j'avais en partie la question. Donc, et dans le NFT, il y a des choses qui vont être publiques, il y a aussi des contenus qui peuvent être dévoilables, qui peuvent être ouverts uniquement aux détenteurs du NFT. Et après, il y avait une autre question, c'était sur Il y a même ça sur OpenSea. Sur OpenSea, on peut mettre du private content. Ça veut dire que c'est un lien qui va que être débloqué ou n'importe quelle information qui sera que débloquée à partir du moment où le détenteur va sur la marketplace et appuie pour le donner. Ouais. Je pense que peut-être qu'elle parlait aussi du cas de Tarantino, qu'il voulait faire un NFT dans une blockchain spéciale qui s'appelle Secret Network. Et ça, c'est une blockchain différente que la différence principale est que toute la chaîne est secrète. Donc, il fonctionne spécifiquement pour cet objectif dont la personne veut faire l'objet digital secret et seulement accessible pour les holders. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas étudié le sujet plus que ça, donc on ne répondra pas à la question aujourd'hui. Non, mais non. Mais je poserai que celui-là. Oui, bien sûr. C'est normal que ça va venir en fait. C'est comme les contrôles d'accès qu'on a aujourd'hui, c'est comme les accès privés à être privilégiés. Donc c'est normal que dans un monde virtuel, on réplique ce qu'on vit dans le monde réel. Et aujourd'hui, on a des assets privés, donc, tous ici présents, je pense. Donc c'est la même chose. Et l'autre truc que j'ajouterais, c'est que c'est peut-être pas exactement le même sens au mot secret que tu as utilisé, mais c'est que pour moi aujourd'hui, on se rend compte qu'aujourd'hui l'entrée principale dans les projets Web3 et NFT, elle est seulement financière. Et donc, est-ce qu'on pourrait commencer à imaginer d'autres moyens, d'avoir d'autres barrières d'entrée qui seraient intellectuelles, secrètes, et qui permettraient d'avoir des différentes populations qui sont vraiment représentées par l'initiative. Alors qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne peut acheter un Bored Ape, même s'il n'a pas les valeurs du Web3. Je pense aussi que ces blockchains secrets peut-être seront très utiles pour anti-piracy. La technologie est encore très jeune, donc je ne sais les solutions maintenant qui existent, mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour le cinéma, pour anti-piracy. Et ma dernière question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on utilise le service? C'est soit, il y a plusieurs façons de fonctionner. C'est soit le service, on échange, c'est un bon d'échange en fait. On a un titre de propriété de quelque chose, à partir du moment où on consomme, on rend le token à la DCF et la DCF va délivrer le produit physique. Voilà, c'est une monnaie d'échange. En fait, on est propriétaire. La robe, elle reste dans des coffres-forts. La robe de l'actrice reste dans un coffre-fort à la DCF et c'est la valeur qui circule grâce à Internet, donc le NFT. On peut le revendre. On peut revendre ce NFT à un Chinois à la vitesse d'Internet en quelques secondes, qui peut le revendre lui-même à un Américain en quelques secondes, etc. Donc on transfère la valeur. À la fin du circuit, effectivement, celui qui veut échanger le bien physique contre le NFT, il peut le faire. Et le NFT donc revient. Mais, moi, je parlais du service, c'est-à-dire que lorsque on va sur le plateau, regarde, c'est de l'exclusivité permanente, c'est-à-dire que c'est. Mais qu'est-ce qui reste Un souvenir. Moi, je suis détenteur. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas le revendre. Ah bah si, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis détenteur pour un exemple, je suis détenteur d'un NFT de la DCF. Je pourrais aller sur les plateaux de tournage, je pourrais manger avec l'équipe de tournage. C'est une question hyper intéressante, c'est une problématique auquel on fait face avec notre collection. Et c'est comment formater son offre. Est-ce qu'on formate des offres qu'on claim, une fois qu'elles sont claim, c'est fini, et là, dans ce cas-là, ça fait perdre la valeur au NFT, ou est-ce qu'on peut utiliser les propositions de valeur qu'on a dans nos écosystèmes pour créer des offres récurrentes? Ça veut dire que là, quand Sarah l'explique, elle ne dit pas juste nécessairement une séance. Ça veut dire que le mec qui est un gros holder de la collection, il sera invité l'année prochaine aussi, et l'année d'après, et l'année d'après, et l'année d'après. Et sur le long terme, le pari, c'est est-ce que le fait que la compagnie montre sa générosité auprès de son consommateur fait que ça va renvoyer de l'autre côté. Et c'est ce qu'on a beaucoup vu dans des collections qu'on perçait en fait. Je pense que
C'est que ça ratisser des souvenirs, c'est très important, je pense, parce que je comprends votre critique, parce que si, par exemple, c'est un NFT seulement pour un film, et on lui donne beaucoup d'utilité, et après les utilités sont finies parce que le film est déjà sorti et tout ça, et donc, quelle est sa valeur? Mais je pense que les valeurs comme souvenirs, c'est très important, parce que les souvenirs du cinéma, en général, comme marché, comme économie, et ça existe dans plus de 100 ans et c'est très important. Donc, imagine que vous avez acheté en 1992 un NFT ou Pulp Fiction pour aider à faire à la production, par exemple. Et vous voulez le concept maintenant, mais ça sera très cher, par exemple, très valeur. Mais ça n'a pas de valeur sur le second marché. Parce que c'est une expérience que vous avez vécue vous-même. Non, mais parce que c'est comme un poster digital. C'est un peu quoi, parce que c'est vous qui avez vécu l'expérience. Justement, il y a un ticket du premier match de basket de Michael Jordan, ça se revend 100 ou 200 000 euros sur le marché aujourd'hui. Oui, si c'était passé par un smart contract, les gens qui ont fait le match et Michael Jordan, ils toucheraient un pourcentage. Aujourd'hui, ils touchent rien. Ça, on assiste, hein, mais là, quand c'est un avantage, en fait, c'est un redeem, c'est quand même le redeem. Quand c'est un avantage qui s'épuise de lui-même, le NFT, il n'a plus de valeur. C'est pour ça que justement, il faut faire attention avec la manière dont l'ordre est formulé. C'est un exemple que même nous, on fait face à ça dans notre collection. Plutôt que de dire, je vais te donner un séjour ce week-end-là et tant, je préfère te donner un truc qui va te faire débloquer un séjour sur la durée, mais qui sera toujours la même offre, pour que quelqu'un qui te rachète le NFT puisse bénéficier de la même manière, plutôt que créer un truc que tu payes, mais après c'est fini. Dans ce cas-là, il faut faire des mécanismes de burn, où tu burns le NFT pour récupérer l'offre. Voilà. C'est ce qu'a fait le Bristol. Mais tu penses qu'une poster originale de Pulp Fiction est seulement valieuse parce que c'est physique? Je ne suis d'accord. Je pense que si c'était digital, il pourrait aussi avoir une valeur si c'était un original. Mais il a de la valeur parce qu'il n'a pas été divulgué avant. Il n'a pas été divulgué pendant la sortie de Pulp Fiction. C'était le scénario inédit. Non, je ne veux dire le scénario. Je veux dire, si par exemple une collectionniste d'affiches avec un affiche de Pulp Fiction original de 1982, et ça c'est très valioux maintenant. Il est valioux, je suis sûr. Donc, je pense que non seulement parce que c'est un objet physique, si c'était digital, je pense que ce serait aussi très valioux. Donc, c'est avec cette idée de photo que je travaille. Mais je ne parlais pas des collectibles, je parlais des services. Live events. Mais il can be both. Il peut être les deux choses. Les NFT peut être un collectible qui est artistique et qui a une valeur comme mémorabilia, et aussi avoir des outils. Je pense que aussi un des points qui est hyper important par rapport à ça, c'est le côté communautaire. Parce que quand Pulp Fiction, je ne sais pas, mais il y a un film qui s'est créé, après l'équipe, chacun va faire son bout de chemin et peut-être qu'ils ne se reverront pas, peut-être qu'il y en a qui ne se reverront jamais. Alors que s'ils sont attachés par un NFT, ça peut créer des groupes chats, ça peut créer des modules d'intelligence collective où ils vont pouvoir rester tous en contact et quelque part faire vivre le film de manière beaucoup plus puissante que si c'était abandonné. Et donc juste cette communauté-là, elle a de la valeur. Tous les gens s'il y avait une communauté de Star Wars par exemple, et que tous les plus gros fans de Star Wars s'étaient rassemblés autour de cette communauté depuis le début, c'est comme s'il y avait, moi je le vois un peu comme si tous les fans des projets, ils étaient tout seuls dans la nature, et que d'ajouter la blockchain autour d'un projet de cinéma, ça permet de créer un petit village qui restera dans le temps, quoi, où ils pourront tous rester ensemble. Une question complémentaire de Rémi Perret, son invité de marque, NFT Morning et co-auteur de NFT Révolution. Quelqu'un connaît très bien. Je suis pas super à l'aise pour poser la question. Non, alors non, je voulais rebondir en fait sur cette idée de communauté. Effectivement, le podcast NFT Morning, ça fait, je sais pas si c'est lundi, ça fera le 500e épisode, donc j'ai passé pas mal de projets, et c'est vrai que avec le peu de recul que j'ai sur tout cet écosystème, finalement l'idée de communauté est bien belle en soi, mais finalement j'ai l'impression que quand on crée un projet NFT, on ne se rend pas compte que finalement on crée un espèce de monstre Frankenstein qui est la communauté. Ce monstre se nourrit d'utilité
et il en veut toujours plus. Et finalement, à un moment donné, et c'est déjà arrivé, la communauté va se retourner contre les porteurs de projets. Et tout à l'heure, on parlait de résistance au changement. C'est Bossen Moya qui a parlé de ça. Finalement, est-ce que cette résistance, elle vient pas du fait que justement les entreprises n'ont pas envie de se retrouver à avoir à faire face à ce type de problématiques? Je veux bien faire une première réponse, mais j'aime bien l'idée de la communauté mutante, c'est vrai, qui demande de plus en plus, mais c'est pas faux. Je pense qu'il y a avant tout très important, c'est de contractualiser déjà, on aura toujours besoin des avocats, on a entendu au début, la blockchain permettra de supprimer le métier d'avocat de l'info. Il est important, quand on lance une collection de NFT, de bien déjà être très transparent sur à quoi donne droit les NFT. Donc déjà la promesse, elle est écrite. Après, on n'enlèvera pas des lignes de la promesse, mais par contre, on peut en rajouter. Mais dans tous les cas, la communauté qui se dit, il n'y en a jamais assez, il n'y en a jamais assez, moi, c'est mon première réponse, c'est qu'au moins, tenons la promesse initiale et celle-ci. Aujourd'hui, il y a très très peu de collections de NFT qui ont des conditions générales de formalité. Et ça, je pense que c'est grave. Pour revenir à Eximio, nous on le propose, c'est-à-dire que nos clients, ils ont, sur chaque NFT, c'est rattaché à des conditions générales d'utilisation avec un contenu, etc. On sait clairement ce qu'on achète. Il ne faut pas croire que quand on achète un visuel, un NFT, on n'a pas le droit de le mettre sur des casquettes, sur des t-shirts, l'imprimer en grand, on n'a pas le droit. On n'est pas du tout propriétaire d'une œuvre. Et pourtant, les gens, beaucoup ont pensé, en achetant un visuel, être propriétaire de ce visuel. Donc c'est important d'écrire clairement les conditions. C'est ma première réponse, il y en a d'autres. Donc, il y a deux parties à ta question pour moi. La première, en fait, c'est que les entreprises, c'est vrai qu'ils ne donnent pas assez. Mais ça, je pense que ça vient d'une mécompréhension, et c'est peut-être de la part de nous tous ici présents dans la manière dont on éduque les nouveaux enfants. Et c'est qu'en fait, ils pensent qu'ils peuvent prendre de l'argent de la blockchain. Ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, ils doivent amener des choses à la blockchain et que c'est demain que ça leur amènera de l'argent, parce qu'on est au tout début et que ça fait que commencer. Et pour moi, la DAO, ça illustre philosophiquement le propos que je suis en train de dire, c'est que quand on a vu des DAO comme Nouns, où ils ont dit, ok, moi, c'est quoi, je prends la communauté, c'est vous qui décidez, et on a vu à quel point c'est monté hyper élevé. Ça veut dire que, donc ça c'est la première partie pour moi, c'est que les grosses entités ils doivent apprendre qu'en fait, c'est comme le marketing d'hier, la blockchain c'est avant tout quelque chose auquel ils doivent amener et pas prendre aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien à prendre en fait aujourd'hui. Enfin, moi je le vois comme ça, aujourd'hui il y a tout à amener, il y a tout à gagner. Et deuxième point par rapport, c'était par rapport aux communautés et l'utilité. Et c'est que ça a été une problématique auquel on a fait face très tôt aussi. Et c'est qu'en plus, tous les projets déjà pour moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait tellement de projets qui ont vendu des clubs exclusifs où il y aurait des soirées, que maintenant, ils sont tous traumatisés. Donc ils y croient plus quand on leur explique les utilités. Ils pensent que c'est un faux projet. Bon, ils viendront à nos soirées, j'espère. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut rester progressif dans la manière dont on apporte les utilités. Aujourd'hui, il y a trop de projets qui ont vendu une vision sur 5 ans, alors qu'ils étaient genre, 99% des projets, ils sont même pas là depuis 5 ans. Donc comment est-ce qu'on peut, genre après avoir 1 an de marché où c'était que ça, redorer entre guillemets la relation entre la communauté et les projets. Et pour moi, ça passe par faire des étapes progressives, lentes, une par une et inattendues. C'est plus comme avant où on doit donner notre vision. On doit surprendre la communauté pour que tout se passe dans l'anticipation. C'est sur ça que sont basés les algorithmes des réseaux sociaux. C'est un chien, si tu lui donc ça fonctionne un peu dans le cerveau humain de la même manière, mais un chien, quand tu lui donnes une friandise pour quelque chose de bien qu'il fait, la relâche de dopamine, elle est plus élevée dans l'anticipation de la friandise que quand tu lui donnes vraiment la friandise. Et donc du coup, c'est là exactement la même chose. Il faut les mettre dans une anticipation constante, plutôt que leur faire se dire qu'ils sont arrivés à une fin qui soit une utilité quelconque. Et je voudrais ajouter aussi, dans les cas qu'on fait un comité de cinéma comme notre cas, pour moi, a été très important d'écouter la communauté et pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que peut-être qu'on pense qu'ils veulent certaines choses et ils veulent d'autres choses. Non? Par exemple, tout ça peut-être que j'ai expliqué avant pour la Token Gated plateforme pour voir les behind-the-scenes content pour notre communauté. Ça a marché très bien, mais pour un pourcentage très petit de notre communauté. Donc, il y avait
10-20% de la communauté qui étaient super fans de ça et ils l'ont servi beaucoup et ils étaient très, très heureux. Mais les autres, ils n'étaient intéressés ou peut-être ils étaient très occupés pour avoir le temps pour voir ça. Et pour moi, j'ai entendu que cette autre 80% de ma communauté étaient plus collectionneurs parce qu'ils étaient plus passifs. Ils étaient très heureux de justement avoir les NFT comme un collectible qui était très heureux d'avoir dans sa wallet et avoir aidé à faire ce film. Et quand le film sortira, il serait très heureux de l'avoir, de le voir. Et ça c'est tout. Ils ne veulent pas trop de rapport avec la communauté. Ça c'est très bien aussi. Pour ajouter quelque chose sur c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il faut faire des films en écoutant les attentes du public, et donc c'est exactement ça que la DCF met en place. Et c'est aussi avec une communauté, nous on va avoir une communauté en tout cas on est sur une communauté de 20 000 personnes, ça devient aussi un formidable institut de sondage qu'on peut mettre à la disposition de tous les acteurs de cinéma. Un studio, par exemple, qui veut lancer demain un film sur Eiffel, qui s'est passé d'ailleurs il y a 4 ans, pourra demander à sa communauté, un exemple comme un autre, à notre communauté, enfin la communauté du cinéma, est-ce que vous avez envie de voir un film sur Eiffel? Et peut-être qu'ils auraient répondu non et qu'ils n'auraient pas fait le flop qu'ils ont fait en dépensant 30 millions sur ce film et qui a été considéré comme une catastrophe industrielle. Et donc ça, la communauté devient effectivement un outil aussi pour faire avancer la création et la production des films. Dans le cinéma, c'est indispensable, me semble-t-il. Merci beaucoup, je pense qu'on arrive au bout du panel. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est pas totalement fini, on va se faire un petit mot de conclusion avec Ingrid, avec qui on a préparé cette conférence. Moi, en termes de conclusion, je retiens quand même qu'on a eu un très beau panel de professionnels qui croient tous à la blockchain au Web3, c'est ça que je retiens de cette conférence, et c'est les pratiquants justement aujourd'hui qui ont fait ça à table et qui ont envie de continuer. Ingrid, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que je retiens? Est-ce que le cinéma et le Web3 flirtent ou sont fiancés? C'est la question aujourd'hui. Est-ce que on a une bénédiction des institutions publiques, puisque Macron avait dit la cryptosphère devrait voler au secours de la culture dans les années à venir. Vincent Florent, celui du CNC, avait dit nous préparons le terrain pour favoriser les initiatives autour des NFT. Ce qui est certain aujourd'hui sur le terrain européen, c'est qu'on a un gros consortium qui a investi de plus de 100 millions d'euros avec Warner, Lionsgate, CBS pour faire un lab NFT. Donc aujourd'hui, si on ne prend pas d'avance, on va être dévoré tout cru, comme on l'a été dans le web.